Alors bonjour messieurs, je suis en compagnie des créateurs de la série de Stats. Donc j'ai à mes côtés François Paquet, donc urgentologue à l'Hôtel Dieu de Lévis, également professeur à la faculté de médecine de Laval, aussi impliqué dans l'intelligence artificielle, mais En pas celle formation. qui fâche le monde sur C'est ça. Internet là. Aider en médecine. Ah ok, excellent. Et j'ai au bout Yves Lessard, infirmier à la retraite. C'est vraiment à la retraite. À la retraite, dit-il avec un splendide sourire. Alors, messieurs, vous animez une série de strips qui est très, très particulière, qui est très unique au Québec. Donc, des séries de gags qui se passent en milieu hospitalier. Pour le bénéfice des auditrices et des auditeurs qui se disent « Ah mon Dieu, Stats, c'est une série télé », je dois vous annoncer que ces messieurs, je les ai interviewés pour la première fois en 2012 dans le cadre de ma chronique du Journal de Montréal, bien avant ce téléroman, où tout se passe mal, semble-t-il. Je ne sais pas, je ne l'ai pas écouté. Je suis trop occupé à lire la bande dessinée. Alors, Je t'adore. là, j'ai essayé de reconstituer le fil du temps parce qu'il y a eu une première version en album qui a été remaquettée par la suite. Alors, vos albums, on les trouve aux éditions de Moël Graphique. Exactement. Alors, commençons par le début, messieurs, si vous voulez bien. L'idée de faire un comic strip, et d'ailleurs, j'ouvre la parenthèse, faire du gag en bande dessinée est une chose excessivement difficile parce qu'il faut se renouveler, parce que l'émotion la plus difficile à susciter quand même, c'est le rire. Pourquoi avoir choisi cette forme-là spécifiquement et comment est née l'idée de Stat? En fait, c'est de trouver des situations drôles pendant le travail. Il y en a quelques-unes, hein? Tout le monde. Comment ne pas avoir un médecin, infirmière autour d'une table, d'un souper, puis on part sur les histoires comiques. Donc, ça vient un peu de ça. Puis, c'est un milieu qui est difficile quand même, hein? Puis parfois drôle, des fois moins. Ouais. Alors, c'est un bel exutoire. Donc, le but, c'était de prendre des histoires, puis je voulais les mettre en BD parce que je suis un amateur de BD depuis toujours. Merci, papa. Donc, avec ça, on a trouvé. Je trouvais que c'était un bon médium. Mais le problème, c'était d'avoir la bonne personne. Donc, tu dois avoir des idées, encore faut-il. Et À un moment donné, moi, François, on travaillait à l'Hôtel Dieu de Lévis, à l'urgence. Puis, en même temps qu'être infirmier, depuis des années, j'étais comme cartooniste, illustrateur, caricaturiste, éditorialiste. C'est un autre monde. Oui, tu as travaillé d'ailleurs au Ottawa Citizen. Oui, comme Ouais. pigiste. Ouais. Mais bien avant ça, j'ai commencé à travailler dans des journaux, dans des hebdos régionaux. Donc, je me suis fait une expérience là-dessus, puis ça a été une passion dans la caricature éditoriale. Puis une nuit, j'étais en train de faire mon dossier. J'avais mon café au centre, puis complètement à droite, j'étais en train de faire une esquisse pour un journal d'Ottawa. Il était 2 heures du matin, deadline était 8 heures. Donc, il fallait que je trouve une idée. François me regarde, puis il commence à me parler qu'il voulait faire une bande dessinée selon ses expériences à l'urgence, à l'hôpital, puis ça a commencé comme ça. Et c'est sûr aussi que de vos carrières respectives, ça amène des perspectives différentes aussi au niveau Exact. de votre expérience. Ouais. ben, tu vois, c'est sûr que là, on est dans le contexte humain. Alors, l'humour est un bon moyen aussi pour. C'est pas tout à fait facile avec un patient. Il faut bien choisir. Mais à l'inverse, des fois, c'est le patient qui devient humoristique, mais il ne faut pas rire de lui, il faut rire de la situation. Alors, on pourrait t'en raconter quelques-unes, mais il y en a à tous les jours. Donc, ce petit côté médical, on est dans la relation patient-médecin avec les problématiques qui surviennent aussi. Des fois, c'est involontaire, des fois, c'est volontaire. Fait que c'est de ce petit côté-là, mais il y a toujours un angle. Même les choses difficiles à discuter, il y a toujours un angle que tu peux emmener aussi. Parce que c'est fou, parce qu'en vous lisant, tu sais, je me posais la question, peut-on rire de tout? Qui est la question quand même. Puis là, on peut débattre longtemps, mais j'ai vraiment l'impression que tout est dans... En tout cas, en vous lisant, que tout est dans la manière. Tu sais, on a juste à penser à un grand classique de la bande dessinée, Les idées noires d'André Franquin. Ah oui. Hein? C'est Chef-d'œuvre. mon dada. Ben oui. Alors, peut-on rire de tout? Oui, tout est dans la manière de. Exact. Parce que je crois que moi et François, dans notre carrière, l'humour nous a permis de désamorcer des situations. Des fois, j'arrivais avec des personnes devant moi qui pesaient à peu près un 350 livres, 6 pieds 7, puis en état de panique ou en état agressif. Ben, l'humour m'a permis de désamorcer la crise. Même chose pour François. Quand il va voir un patient,
pour expliquer une situation, des fois, un petit touche d'humour, ça augmente la relation de confiance. Pour revenir à ce qu'on peut parler de tout, il y a toujours le petit scabreux de le classique, là. Le corps étranger au mauvais endroit. Bien, je te donne un exemple classique. Alors, est-ce que ça peut être dégueu? Ben ouais. Alors, la façon de s'en sortir, une radiographie avec une image, puis tu te demandes si c'est un Château Lafite 1964 ou pas. Alors, ça, c'est un angle où tout le monde va comprendre et tu vas rigoler en même temps. Puis ça devient clean. Moi, j'ai l'impression, corrigez-moi si je me trompe, mais est-ce que c'est vrai que ça existe l'idée que dans certains milieux, ils se font des cartes de bingo et à chaque fois que vous trouvez un objet comme ça, fait « Ah, lui, on l'a trouvé! » Check. Ouais, hein? Ça ressemble un peu à ça, mais de toute façon, il y a les photos, les trophées incroyables. Je vais dire trophée, là, parce que c'est le trophée du plus gros gag. Ouais. Mais ouais, c'est assez incroyable. Mais c'est ça, vous êtes sur un fil quand même qui est assez mince parce qu'il y a la détresse humaine qu'il faut aussi désamorcer, mais en même temps, il y a aussi l'absurdité et l'absurdité des situations, de la clientèle, mais du propre milieu dans lequel vous évoluez. Et quand on écoute les nouvelles et qu'on s'interroge à savoir, mais que font-ils avec nos impôts? Oui. Hein? Et qu'on voit les conditions comme patient quand on visite, quand on tombe dans le système, quand on côtoie ce système-là, on est témoin de plusieurs choses, mais on se dit, mon Dieu, avec tout l'argent qu'on injecte là-dedans, avec toute la volonté des travailleurs, comment se fait-il que les gens sont à bout de souffle, qui ont peu de ressources? Ouais, ben, un exemple rapido. Ouais. Je pense que le cerveau, il doit rester actif quand tu es gestionnaire ou médecin. Je vais te donner un exemple bien. Tu veux faire un inventaire, diminuer les coûts, parfait. Puis je dis pas que c'est Lévis ou ailleurs, là, peu importe, ça arrive au Québec. Donc, tu veux améliorer, diminuer les coûts pour des achats. Parfait. Alors, on nous revient en disant, pour réparer des points, donc là, je vous propose un nouvel achat beaucoup moins cher. C'est du jetable qui se plie comme ça. Juste qu'on m'en parle, je parle pas pour enlever des points, là, pour réparer. Fait que la question, c'est, tu veux vraiment que je te répare ta figure avec des ciseaux qui plient de même, là? Fait que, tu vois, ça, c'est là que je me dis, le cerveau est resté au travail, là. On peut sauver des choses, mais ça, c'est décourageant. Alors, tu peux rire, ben c'est ça. Donc là, un autre petit gag, une madame âgée, on parle des patients, des fois, qui rient d'eux-mêmes aussi. Personne âgée qui arrive, 80 ans, c'est sa fête, petits-enfants, et beau gâteau qui arrive. Et là, elle souffle, en oubliant qu'elle avait des lunettes nasales. Fait que ça fait pouf! Mais la madame avait un visage rouge, roussi, les lunettes encore collées, en riant quand même, parce qu'elle dit maintenant que c'est drôle, parce que je voyais mes enfants qui couraient partout en disant grand-maman est en feu, grand-maman est en feu. Donc, She's on fire. les gens peuvent rire d'eux autres aussi. Je trouve qu'un des pièges que vous évitez dans votre série, c'est que ça pourrait être un exutoire, puis une espèce de régurgitation, de trop-plein, on va se vider le cœur, on va régler nos problèmes, et pas du tout. En fait, parfois l'humour est élastique et parfois vous allez quand même... Je ne dirais pas que vous prenez des risques. Je dirais que vous ménagez pas vos lectrices et lecteurs. Mais jamais, moi, je sens dans votre travail une hargne ou en tout cas du ressentiment. Je sens pas ça. Au contraire, moi, je sens qu'il y a beaucoup d'amour dans ce que vous faites. Regarde, ça va faire 3 ans que je suis parti. Ça fait 3 ans que je suis retraité, puis je suis comme déjà nostalgique de mes amis. Puis je me suis aperçu que dans le domaine du dessin, comme dans la job que je faisais aux patients, le mot, c'est une passion. Pourquoi, François le disait tantôt, pourquoi il y a encore, ou tu disais, pourquoi il y a encore des gens qui sont dans ces conditions-là? C'est parce qu'ils trippent sur leur job. Ils trippent. C'est une passion pour eux autres. C'est un métier d'adrénaline aussi. Ben oui. Exact. C'est des carrières d'adrénaline. Oui. Puis, tu sais, on veut pas rire. Je fais de l'administration aussi. Quand tu fais de la gestion, si tu veux améliorer, il faut que tu t'impliques. Ouais. Puis, on a des amis gestionnaires à tout niveau. Fait que tu veux pas être cœuré, Jean. Tu veux juste refléter ce qui se passe. Ouais. Ils rient eux autres. C'est de l'autodérision aussi. Hein. Ah, là, j'ai une question Ah à oui, 100 $. Est-ce que le ministre actuel lit vos albums? Est-ce que vous lui acheminez? Est-ce que les gens au ministère vous... je sais pas. Ben, écoute, on a un nouvel album qui s'en vient à l'automne. Fait qu'on c'est sûr qu'il va se rendre à lui. Alors, M. Dubé,
Préparez votre table de chevet, vous avez de la lecture en chemin. Ça, c'est évidemment s'il est encore au ministère, parce qu'au moment où on se parle, M. Legault va brasser les cartes. La bonne nouvelle, c'est qu'au fil des années, on a des contacts. Ouais. Ça devrait se rendre. Et donc, quand vous débutez cette série-là, autour de 2012, vos aspirations sont de quel ordre? L'aspiration? Dominer le monde. Non. Excellent. Prochaine question. Non, mais moi, je me souviens... je me souviens de vous avoir interviewé donc en 2012. Et déjà là, tu sais, moi, je vous avais posé la question parce que c'est pas une pratique très répandue au Québec depuis plusieurs années, c'est-à-dire de publier des strips produits au Québec. La raison est la suivante, c'est que ça coûte beaucoup moins cher pour les journaux d'acheter Charlie Brown, Peanuts, Calvin et Hobbes et compagnie, par le syndicat de l'association, que d'investir dans des séries produites au Québec. La bande dessinée au Québec a débuté dans les journaux. Et je vous dirais que des années 1903-1904 dans la patrie, jusque dans les années 1930, il y avait une omniprésence de la bande dessinée québécoise dans les journaux. Par la suite, c'est disparu peu à peu. Il y en a eu sporadiquement. Mais donc, en 2012, moi, je vous ai posé la question, aimeriez-vous que Stats soit publié dans les journaux? Je le sais que vous avez démarché. Est-ce que c'est encore un souhait que vous avez? Bien, une confidence, là, c'est que Stat, moi et François, on était vraiment... C'est sûr que le temps était à la job, nos responsabilités. Honnêtement, on n'a pas pesé encore la pédale au maximum au fond. Avec le web, avec tout ce qui se passe côté, mettons, des médias, il y aurait des possibilités d'exporter le produit. Là, moi, dans mon rêve, c'est d'exporter le produit parce que une salle d'urgence, que ce soit en France, au Québec, aux États-Unis, en Asie, en Amérique du Sud, même foutu de problèmes. Les mêmes problèmes de nurses, les mêmes problèmes de médecins. Donc, moi, il y a encore une grosse possibilité d'exporter notre produit. Oui, dans les journaux, c'est sûr que c'est une opportunité, on va la prendre. Ouais. Mais c'est ça, donc, vous avez lancé votre premier album en 2012, et j'ai l'impression que votre succès est constant, c'est-à-dire que vous êtes là, vous avez toujours du plaisir à le faire. Quand on vous lit, on sent jamais l'essoufflement, constamment, on est étonné, on tourne les pages, on arrive au prochain album, on se dit, OK, ils ont encore des trucs à raconter. Donc, on a vraiment l'impression que c'est un puits sans fond. Tant que l'humain va être là pour nous fournir du matériel, et c'est ça qu'il y a. C'est les meilleurs, c'est ça. Hein? Ah, ben oui. Donc, tu sais, justement, et ce qui est plaisant, c'est que les idées, on en a encore pour 3-4 albums faciles déjà, en cours d'élaboration. Donc, oui, on a encore un intérêt. Puis je pense que de garder... le côté humoristique, c'est une façon aussi d'avoir du plaisir. D'ailleurs, une de nos conférences, c'est comment garder le sourire dans le réseau. Fait que ça nous permet de se dire, c'est une petite dose de plaisir, autant pour nous que pour les gens. Et j'imagine que vous êtes lu par des collègues, forcément. Quel est le retour de... Disons, les choses que des collègues, que des gens du milieu vous disent, là, les trucs qui reviennent le plus souvent là, par rapport à vos albums? La phrase que j'entends souvent, oui, ça m'est arrivé. Oui, c'est vrai. Ah, tabarouette. Il dit, ça m'est... Tu sais, je crois que ce qu'on vit sur le terrain, on le représente bien. Les gens se retrouvent là-dedans. Puis, on essaie de faire un... C'est pour monsieur, madame, tout le monde aussi. Fait qu'on essaie de faire un... On va dire un 2 niveaux. Tu vas comprendre la joke, le gag, puis que l'intervenant, infirmier, médecin, paramédic, va dire « Ah oui! » Il va comprendre la petite « J'ai vécu ça » ou Fait que c'est ce petit côté-là qu'il faut aller chercher pour pas se ramasser avec un gag hermétique. Et c'est intéressant aussi que vous soyez publié chez Moël Graphique. Moël Graphique, structure fondée, pilotée par Julien Poitras, qui est un urgentologue également, donc qui est dans le milieu hospitalier à Québec également, et donc qui a aussi produit un album qui est complètement à l'autre bout, au spectre opposé de votre série, avec Le poids de nos traces, où il parle de son expérience dans un espèce de récit. Là, on n'est pas dans le gag, on est vraiment dans un récit au niveau photoréalistique aussi, au niveau graphique. Et il y a tout le rapport à la transmission avec la jeune fille qui est en résidence. Et donc, c'est très intéressant qu'au Québec,
votre série et l'album de Julien explorent le milieu. Oui. Parce qu'on en parle tout le temps dans l'actualité. C'est au cœur de nos vies. Puis, pas besoin de parler qu'on sort d'une pandémie mondiale aussi, où là, vraiment... oui. J'ai lu un bon livre là-dessus, là. Je vais te le transmettre. Non, mais c'est ça, donc, on a vécu... La COVID-19, on a carrément vécu avec vous autres, là. C'est-à-dire que là, tout le monde, tout à coup, était dans cette espèce de bulle-là où... et les gens ont pris conscience, pour celles et ceux qui avaient encore besoin de prendre conscience de l'importance de votre travail. Je reviens juste avant avec le travail de Julien, mais aussi pour l'implication des résidents. On a un livre avec François Raté pour les étudiants en médecine pour apprendre l'examen physique, le questionnaire. Donc, exemple pour l'examen des yeux. Fait qu'on a justement collaboré ou avoir une strip pour chaque thème comme ça à la fin de chaque chapitre. Fait que la BD va aller jusque-là. Puis ça, c'est grâce justement à Julien et la collaboration à l'Université Laval. Donc, la faculté de médecine utilise un livre. Ouais, c'est un livre sérieux, là, mais à la fin, c'est comme le petit cadeau pour les étudiants. Et est-ce que ça fera l'objet à un moment donné d'un collector ou d'un album? Il est dans les archives. On les a mis dans les archives. On a repris nos 2 premiers albums, plus une vingtaine de pages d'inédits. Ah oui, c'est ça. Donc ça, on les a mis là. Alors, pour les complétistes, vous aurez la totale. Voilà, les archives. Et donc là, vous sortez un nouvel album et j'aimerais qu'on en parle. Donc là, vous avez, évidemment, au moment de l'enregistrement, il n'est pas encore paru. Donc, on a le... Donc, c'est le 4e... D'ailleurs, ça, c'est intéressant au niveau de la maquette. Ce qui est très chouette, c'est qu'on a une couleur. Donc, on a toujours le même design. Donc, et ça, c'est brillant parce qu'en librairie, parce qu'en bibliothèque, ça capte l'œil tout de suite. On vous voit aussi à votre table ici au festival où on voit les couleurs. Et donc, tout de suite... parce que c'est un enjeu en librairie, hein? Oui. On a une nanoseconde pour attirer l'attention des lectrices et des lecteurs, et donc c'est très peu. Et justement, moi j'aime beaucoup tout le travail de maquette et de couleur. Donc là, 4e album qui paraît donc à l'automne 2025, en octobre, je crois. Au Salon du Livre de Montréal. Au Salon du Livre de Montréal. À travers, bon, évidemment la retraite, mais on n'est jamais aussi occupé, semble-t-il, qu'à la retraite, mais à travers vos vies respectives, là, produire un nouvel album, vous mettez combien de temps? Ah, mon Dieu. Comment je pourrais dire? C'est... Comme par exemple, du côté du code au shit. Je pense que j'ai au moins, du côté dessin, j'ai au moins une centaine d'heures, certains d'après moi, de fait les esquisses. J'ai refait au moins 3 fois les esquisses parce que, au départ, par exemple, Code au shit avait une histoire d'origine par François. La pandémie est arrivée, donc on a réajusté le texte, on a réajusté les sketchs, les dessins. Puis le pire, c'est que celui-là a été réalisé avant au shit. Donc, c'était déjà... Il était sur la glace. Donc, justement, merci pour l'idée de Julien, d'ailleurs, Poitras, de le faire comme ça. On a tout repris notre travail. Donc, les archives qui reprennent tout le travail, Code bleu qui a été repris, avant avec Brian Perrault, qui était notre éditeur avant, qui était l'histoire. Et là, on a repris, pour les gens qui veulent savoir d'où ça vient, Pandémie au shit, l'album vert, et maintenant celui-là. Et comment ça prend le temps? En fait, c'est souvent une bonne année là, de travail. En rapido, on a une idée, je l'enregistre tout de suite, parce que c'est ça l'idée. Peu importe le moyen. Tu le retravailles, tu le roules. Défi de faire un scénario, brainstorming après ça avec Yves, storyboard, dessin, ancrage, retour, montage, avec un... Il faut toujours avoir un bon système de logiciel. Gag, André Gagnon qui fait la colorisation, donc encore du retravail. C'est Gag qui fait la couleur, donc on a des pros. Et après ça, bien évidemment, toutes les coquilles, revision 5 fois de les coquilles et toutes les petites erreurs. C'est une bonne année facile là-dessus. C'est une grosse chaîne de montage quand on regarde ça. Mais c'est important aussi pour une série comme la vôtre. Quand on fait de la série en bande dessinée, il faut vraiment être assidu dans la publication pour toujours exister dans l'œil du public. Parce que si on met trop de temps, ça se perd dans le firmament. Puis il faut remettre les efforts pour remettre à l'avant-plan la série. Et ça, vraiment,
Moi, ça, c'est quelque chose qui m'impressionne parce que là, vraiment, vous avez un rythme de croisière qui est constant. Là. On est content avec Julien et moi, le graphique. Surtout, ben là, on est capable d'assumer ça avec une distribution prologue en librairie, parce que tu l'as dit, les défis, les librairies. C'est drôle parce que je suis allé voir un ami qui travaille comme gérant dans une librairie. Ouais. Puis tu rappelles un petit peu, il dit c'est vrai, vous avez une nouvelle. Puis même des gens connus qui ils disent c'est vrai, tu sais, tu disparais de l'idée. Mais ça, en effet, les couleurs permettent de faire ça. Puis après ça, d'être visible. Donc, de retourner pour être disponible comme une série et non pas d'avoir ta petite case à toi. Là. C'est le défi dans les librairies qui vont être là année après année. Je pense aussi que c'est ce qui explique votre présence dans les différents salons du livre et festivals. C'est-à-dire que vous êtes toujours là. Vous avez une installation avec des panneaux. D'ailleurs, vous avez réalisé des capsules vidéo inspirées de votre série, qui ont été diffusées sur le web. Oui. Mais d'ailleurs, juste pour un petit rappel, là, vous avez quand même un site web complet, statcomics.com, où là, vraiment, moi, j'avais pas visité le site encore. Et je fais, OK, là, les gars, ils sont sérieux, là. C'est un site complet. Et donc, d'où l'importance d'être présent en événement aussi, pour, encore une fois, exister dans l'œil du public. Moi, ce que je remarque quand on s'en va dans des salons du livre, comme ici à Prévost, ce qui m'a fasciné, c'est l'intérêt des gens. Pas nécessairement du côté des gens qui travaillent dans le domaine médical, mais en dehors, le monde vient nous voir, il y a une belle interaction qui se fait. Puis, c'est drôle, c'est un happening. À chaque fois qu'on s'en va faire un salon du livre, on se tourne pas les pouces. Le monde vient nous voir. Oui, ils achètent les livres, je suis d'accord avec ça. Il y a des dédicaces, mais il y a des échanges qui sont vraiment le fun. Parler de leurs expériences. On a rencontré un médecin qui nous a raconté ses histoires. C'est des gens d'urbaine. Comme on a rencontré une madame qui, ça fait plusieurs années qu'elle est hospitalisée, puis elle nous expliquait qu'est-ce qu'elle a vécu. Ça, c'est de l'inspiration. C'est du bonbon pour nous autres. Donc, on a essayé d'élargir TikTok avec des petites animations pour attirer aussi la nouvelle jeunesse qui aime ça avoir des petites choses là-dessus. Pour intéresser les gens aussi à la lecture, intéresser les jeunes à retourner à la BD, il faut que tu les accroches ailleurs. Alors, il y avait ça avec Ville de Prévost, on a fait aussi des petites capsules d'aide, comme par exemple garder le bac proche, chose du genre. On a des conférences aussi, comment garder le sourire dans le réseau, parce que ça, c'était un défi donc pour les travailleurs, pas juste la santé, là, notre entreprise. Fait qu'on a essayé de diversifier pour ramener les gens en disant, si vous voulez en savoir plus, la BD, c'est le fun. Ben, c'est ça, donc l'album, c'est le point central de toute votre démarche. Ouais. Et moi, je trouve que vous avez vraiment l'esprit entrepreneurial et c'est assez inédit aussi la manière dont vous procédez au Québec. Il n'y a pas grand monde qui font. En fait, je pense que vous êtes les seuls à faire ce que vous faites, c'est-à-dire d'aller dans différents réseaux pour ramener les gens finalement à l'album. Et c'est un plaisir. Tu sais, je regarde lorsqu'on va au Salon du Livre avec moi, le graphique, c'est le fun parce que les gens viennent pour nous, des fois ils viennent pour d'autres styles. Tu parlais de Julien, c'est des styles complètement différents, mais on se rejoint sur le médium. Et ça, c'est le fun, de pouvoir aller rechercher l'imaginaire des gens. C'est un peu ça. Tu crées quelque chose en lisant. Et ce que je trouve beau aussi, c'est qu'avec Moyen Graphique, on sent, même si c'est des univers graphiques aux tonalités très, très différentes, on sent qu'il y a un esprit de corps. Quand on vous croise dans les festivals, dans les salons du livre, vraiment, quand on va au kiosque de Moyen Graphique, on sent cette espèce cette espèce d'esprit de famille. Ouais, comme on voit, par exemple, souvent, c'est ce qui définit beaucoup, je trouve, aussi les éditions Pawpaw, c'est-à-dire qu'eux aussi se sont vraiment composés une famille artistique. Je pense que c'est une gang de tripeux, tout simplement. C'est une gang de passionnés, une gang de tripeux. C'est sûr que ce qu'on fait, il y en a qui c'est complètement différent, mais ça n'empêche pas que c'est des gens qui ont une passion, il y a une sorte d'énergie que je trouve qu'on est assez particulier, les gens le sentent. Tantôt, vous parliez que ça circulait et que aussi, finalement, que ce soit dans le milieu hospitalier ici au Québec ou que ce soit à l'autre bout de la planète, c'est un peu la même chose. Au final, c'est la détresse humaine, c'est l'absurdité aussi, c'est de se battre contre un système, etc., etc. Donc, ma question est la suivante. J'imagine que ça vous a effleuré l'esprit de traduire la série, même si, encore une fois, la chose la plus difficile à traduire, c'est l'humour, c'est la comédie. Ouais.
Mais est-ce que vous avez démarché en ce sens? Ou alors est-ce que c'est un rêve que vous caressez? Parce que c'est assez universel, là, vos gags. Ben, oui, on a commencé à regarder il y a plusieurs années. On a commencé à traduire, mais c'est comme je te disais tantôt, on n'a pas pesé la pédale au maximum. Récemment, j'avais proposé à François de recycler un peu nos cartoons parce qu'un exemple, quand tu t'en vas en Amérique du Sud, encore, les infirmières sont habillées en blanc, portent encore la coiffe. Ah ouais? Donc, j'ai fait comme des esquisses, des sketchs avec, mettons, des personnages de stats, mais adaptés à cet environnement-là. Même chose du côté des Philippines. Il y a deux choses qui produisent aux Philippines. C'est, mettons, des pâtes et puis des infirmières. Donc, il y aura une possibilité intéressante pour... Là, j'ai un peu plus de temps, puis François aussi, il est ouvert, c'est le fun. Je pense qu'il y a une belle chimie qui se fait entre moi et François. Le produit est exportable, puis tu disais tantôt qu'on tripe sur plusieurs médiums. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que je pense qu'on est des passionnés, puis on est comme une genre de petite bébite avec des tentacules. Donc, il y a tellement de possibilités. On a déjà été en Alberta un peu. Tu sais, il y a des roulements aussi, hein, pour des, exemple des revues. Donc, tu es pour là quelques années, là, voir changer. Fait qu'on a été pour l'Alberta. Aux États-Unis, c'est un autre moyen. Il faut que tu aies un éditeur. Fait que, même l'Europe, pourtant, c'est francophone, c'est un autre monde. Fait qu'il y a un défi à chaque fois. Mais oui, toujours un intérêt. Mais est-ce que ça pourrait pas aussi passer par le réseau interne? Oui. Mm-hmm. Oui, mais ça, encore, là, il y a du temps à mettre là-dedans. Est-ce que ça peut arriver dans les prochaines années? On l'espère. Il faut frapper la bonne personne, bon contact au bon moment.